Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la table ronde portant sur les transformations de l'assurance. Que se passe-t-il concrètement dans le monde ? Je suis ravi de vous accueillir et d'animer cet échange car, comme le résume Jean Stone, nous traversons une double révolution. Révolution fulgurante et silencieuse. Cette révolution impacte profondément notre secteur. En effet, nous assistons schématiquement à trois phénomènes. Le premier est la multiplication exponentielle des capacités informatiques. Pour l'illustrer, rappelons que le nouvel iPhone embarquera 10 fois plus de mémoire que la fusée lunaire Apollo 11. Deuxième point est l'essoufflement de la croissance économique, en tout cas dans une certaine partie du monde, et un changement profond des comportements des consommateurs. Enfin, l'accélération des innovations qui a fait naître de nouveaux termes devenus rapidement familiers. On parle de big data, d'intelligence artificielle, d'IoT, de blockchain, de réseaux. Et parallèlement à ces évolutions, notre marché vit une véritable mutation et de nouveaux entrants font leur apparition. On parle d'AssurTech, de RegTech et de certains GAFAM. Vont-ils disrupter le secteur de l'assurance ou apporter plus de fluidité à notre activité ? Cette disruption est-elle vécue différemment par continent ? Pour comprendre comment ce phénomène est vécu au travers le monde et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 experts internationaux. Pour l'Afrique, Olivier Cabrignac, qui est directeur adjoint France-Maghreb, Afrique francophone à la SCOR. Pour l'Asie, Franck Devigne, qui a été le créateur en 2015 d'Axalab et qui est aujourd'hui a de nouvelles fonctions, mais il nous en parlera peut-être. Et pour les Amériques, Julien Fabre, qui est passionné par les technologies open source et l'assurance, qui nous vient directement de New York, où il a créé un groupe de conseil et le moteur de recherche Assure.com. Alors, au travers d'investissements cumulés qui ont cru l'année dernière de 36% pour atteindre 2,3 milliards de dollars d'investissement dans les AssurTech, que se passe-t-il concrètement ? Je vous propose pour débuter ce débat de faire un tour vers un continent que nous apprécions bien, en l'occurrence les USA. Julien ? Merci beaucoup. Déjà, je voudrais commencer par dire que je suis ravi d'être là et puis content d'être sur ce plateau magnifique avec vous. Pour parler de ce qui se passe aux États-Unis, je voudrais simplement dire mon ressenti aujourd'hui par rapport à l'assurance. C'est que le marché de l'assurance est en évolution, bien évidemment, mais il n'est pas forcément à l'heure actuelle bousculé par des innovations fondamentales ou incrémentales. On pourrait penser en fait que la blockchain est en train de tout changer, de tout révolutionner, que les Américains sont en train de changer la manière dont ils distribuent et achètent des assurances. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Je dirais que la tendance aujourd'hui est plutôt à une consolidation des innovations existantes. Les acteurs en fait simplement agrègent l'innovation et la consolident au travers de leur offre. Donc voilà ce que je peux dire. Je peux vous citer un exemple, par exemple concret d'une start-up en fait qui a vraiment le vent en poupe à New York, qui s'appelle Lemonade, et en fait qui est une assurance qui distribue de manière 100% digitale et mobile des produits d'assurance habitation. Et en fait, le processus est complètement optimisé et le processus agrège en fait des offres d'innovation que nous connaissons tous. Vous allez sur l'app, déjà vous faites un sign-up avec LinkedIn, c'est classique, vous téléchargez l'app et vous faites un sign-up. Ensuite, lorsque vous allez pouvoir souscrire, en fait vous allez scanner votre bail. Donc automatiquement en mettant votre bail, une photo de votre bail, automatiquement ça va prendre vos informations. Ensuite, il y a un processus de comparaison qui est classique au travers de l'app. Et ensuite, vous pouvez déclarer des sinistres par vidéo. Donc plus de galère par Internet, etc., etc. Et le dernier point, c'est que bien évidemment, vous avez accès à toutes vos informations via l'app. Vous pouvez télécharger votre attestation d'assurance, parler à un conseiller, etc., etc. Donc là, en fait, Lemonade, c'est un exemple de broker qui a simplement combiné des innovations existantes pour pouvoir monter un produit où l'expérience est optimisée. Donc voilà. Alors, est-ce que les startups, du coup, sont des accélérateurs d'innovation ? Est-ce que c'est ce que vous semblez dire ? Un accélérateur d'innovation. Alors, ce que je ressens, moi, aujourd'hui, sur la tendance, c'est plutôt un accélérateur d'innovation
existantes et combinées. Je suis sûr qu'il y a certainement des startups qui ont sous le manteau vraiment des innovations incrémentales qu'on n'a pas encore vues, mais les acteurs, encore une fois, qui ont le vent en poupe, aujourd'hui, pour moi, sont plutôt sur la combinaison d'innovations existantes. Et ça, on peut le ressentir donc sur cette startup-là, mais par exemple sur éventuellement d'autres aspects du cycle de vie du produit d'assurance. J'imagine sur la conception des produits, avec des innovations marketing. J'imagine sur la gestion des risques, avec la combinaison de software très puissants qui permettent de gérer les big data que vous évoquiez, etc., etc. Alors, on va essayer de faire un peu un grand écart, si grand écart il y a, et de passer en Afrique. Olivier, que se passe-t-il aujourd'hui sur le marché africain de l'innovation et de la digitalisation? Alors, il se passe beaucoup de choses. D'abord, parler du marché africain. Je ne sais pas si on peut parler d'un marché africain ou des marchés africains. Comprendre un peu ce qu'est l'Afrique en termes d'assurance. Pour donner une petite idée, on doit avoir une part de marché grosso modo mondial qui doit faire environ 1,4%, alors que c'est un continent qui représente environ 16% de la population et qui en représentera 25% à l'échéance 2050. Donc, pour donner encore des ordres de grandeur et quelques chiffres comme ça, c'est un tiers du marché français, le continent représente un tiers du marché français en assurance, alors qu'il représente 20 fois la population française. Donc voilà, ça donne un petit peu déjà l'importance de l'assurance en Afrique. Néanmoins, il y a des raisons à tout ça, hein. C'est-à-dire que derrière, on parle des problèmes de développement, de stabilité politique, de pauvreté, de difficultés de faire émerger une classe moyenne. Enfin, c'est des choses assez importantes. Il y a des choses plus importantes qui sont aussi les problèmes de bancarisation, c'est-à-dire qu'on est sur des populations qui sont extrêmement éloignées les unes des autres, dans lesquelles les taux de bancarisation sont beaucoup plus faibles. Bon, il y a pas mal de raisons à tout ça qui font qu'en fait le marché africain est en apparence, si on regarde les chiffres, un peu je dirais, en retrait par rapport à d'autres marchés qui se sont développés. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas justement d'innovation, qu'il n'y a pas des choses qui existent. Et typiquement, ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les innovations elles se sont principalement bâties sur la technologie, puisque en fait, faut peut-être sortir de l'esprit que un jour ou l'autre, les marchés suivent toujours le même chemin et qu'on passe par les mêmes étapes et qu'à un moment, on doit cocher un certain nombre de cases. Je pense que typiquement, l'Afrique l'a fait pour la partie mobile et ça sera certainement la même chose pour la partie je dirais financière et assurantielle. Je pense que l'évolution du marché africain, il se passe un peu différemment. Aujourd'hui, l'assurance, par exemple, par mobile se développe. La banque par mobile est quelque chose qui est à peu près acquis dans tous les pays d'Afrique. Et là où on a l'air des fois de le découvrir un petit peu en Europe, c'est quelque chose qui est très très courant aujourd'hui, avec pourtant des infrastructures technologiques bien moins développées que chez nous, pas d'Internet partout, pas de 4G partout. Et pourtant, il y a des solutions qui existent. Vous pouvez nous donner des exemples de ces innovations? Alors, disons que le principe de base, c'est de se baser sur l'USSD, c'est-à-dire que c'est un moyen, on va dire, c'est une technologie qui permet en fait sur du mobile de faire passer de la donnée. Donc, on n'est pas obligé d'avoir de l'Internet, ce qui permet en fait de faire des authentifications, de faire des transactions. Alors, soit avec un partenaire bancaire, soit avec un partenaire, je dirais, un opérateur de téléphonie. Et en fait, tout ça, c'est une technologie qui est très peu connue en Europe parce que, somme toute, on n'en a pas besoin et qui, en fait, est le cœur de toute l'innovation en matière de développement, je dirais, d'opérations financières ou d'opérations d'assurance, qui permet en fait à des gens à la fois d'identification via ce genre de protocole, qui permet en fait de faire des transactions financières, d'envoyer de l'argent, d'en recevoir, et c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Donc aujourd'hui, vous avez pas mal d'opérations qui sont alors principalement des opérations qui touchent ce qu'on appelle le bas de la pyramide. C'est-à-dire qu'on parle de finance inclusive ou d'assurance inclusive ou micro-assurance, peu importe comment on appelle ça. C'est vraiment l'idée de dire, bon, vous avez le haut de la pyramide, généralement, il n'existe pas beaucoup en Afrique et il est difficile, on arrive facilement à le traiter. Donc on se dit, il y a une masse de personnes qui sont, je dirais, extrêmement répartis sur les territoires, qui n'ont pas accès nécessairement à un agent ou un courtier d'assurance. Comment on peut trouver des solutions qui sont appropriées, sachant qu'ils ils ont des besoins très spécifiques et avec des coûts de gestion qui doivent être limités, parce qu'évidemment, comme on est sur des petites primes et des petits montants, il faut que la gestion fonctionne. Et donc, du coup, vous avez plein d'opérations de ce type-là
Pour citer, par exemple, vous avez Bima qui s'est développé, qui n'existe pas que en Afrique, mais qui existe, qui a, je crois, 24 millions de comptes, 24 millions d'assurés à travers le monde, qui s'est pas mal développé depuis le Ghana au départ. Vous avez des opérations comme ça. Vous avez des opérations aussi d'assurance indicielle agricole, qui sont basées justement sur de la petite prime et liées à des technologies autour du mobile et des technologies, je dirais, douce et pas nécessairement basée sur une connexion Internet avec des très gros besoins en termes de débit. Alors, si vous permettez, on reviendra après sur d'autres sujets transversaux que peuvent être la formation. Par exemple, là, c'est à mon avis quelque chose qu'on va pouvoir parler. Mais avant ça, on va refaire un autre grand écart, parce que là, je présume que de grand écart, on peut parler. Et en Asie, alors, Franck, qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, je reparlerai peut-être un petit peu du reste de l'Asie, mais je vais commencer d'atterrir en Chine, où je viens de vivre les 3 dernières années. J'ai vu des modèles incroyablement sophistiqués, dynamiques. Donc c'est un métier qui pourtant... donc le taux de pénétration de l'assurance est quand même assez faible en Chine, donc tout est à construire. Il est plutôt autour de 4% versus 10% au UK. Et pourtant, la Chine, c'est le pays de la technologie la plus avancée probablement dans le monde. Aujourd'hui, il y a encore débat. Et c'est aussi le pays où les services financiers sont extrêmement sophistiqués quand il s'agit de technologie. Donc, je vais vous donner quelques grands chiffres et quelques idées pour donner le contexte. Et c'est pour ça que je crois que la Chine est le pays de l'InsurTech. D'abord, tout ça est drivé par un nombre croissant de transactions de e-commerce. Le e-commerce chinois, c'est 500 milliards d'US dollars d'échange versus le e-commerce américain autour de 400. Donc ça vous donne déjà, bien sûr c'est des chiffres à la grosse maille, mais ça vous donne une bonne idée de ce qui se passe. 95% du trafic est mobile. Donc j'entendais ce qui se passe en Afrique avec les telcos. Je pense que là, on est dans un écosystème purement mobile. Ce sont des gens qui n'ont pas connu l'époque du desktop, du laptop, mais qui ont shifté directement les usages via un smartphone. C'est le pays d'ailleurs qui fabrique les smartphones, donc ils en sont particulièrement fiers. Le taux d'adoption est extrêmement fort. Et donc quand on drive 95% du commerce, des réseaux sociaux, du social commerce sur le mobile, il y a tout un tas de services qui viennent avec. Notamment, le premier, c'est le mobile paiement. Donc la Chine, c'est aussi le pays du mobile paiement qui, comme vous le savez, le ticketing en fait et le paiement génèrent le plus de données dans Big Data. S'il y a une source de données, c'est bien les sources de transactions. Et le nombre de transactions et le volume de transactions et le montant de transactions est 50 fois plus élevé en Chine sur le mobile paiement qu'aux US. Donc ça aussi, ça vous donne une bonne idée du monde chinois et de l'Internet chinois. Et puis ensuite, sur les transactions plutôt financières, le peer-to-peer, donc le crédit entre personnes ou le crédit arrangé entre personnes, mais avec ce qu'on appelle des sociétés qui poussent du score de crédit pour aider justement les transactions à se faire, représente 75% du marché. La Chine représente 75% du marché des crédits peer-to-peer. Voilà, ça a été d'ailleurs régulé assez tôt dans leur croissance, ce qui fait que les meilleurs acteurs émergent. Et voilà. Et puis, je voudrais souligner un autre point qui, à mon sens, est crucial pour le développement de la fintech, de l'insurtech et de nos métiers, c'est la blockchain. Et la Chine, et vous parliez de capacité de computing power dans votre introduction, et je pense que c'est là le plus gros effort. C'est un pays technologique, comme on l'a dit. C'est un pays qui a miné, donc donné de la puissance technologique à la blockchain pour faire 80%, pour miner 80% de la blockchain et des transactions de blockchain sur les 10 dernières années. Donc ça vous donne une idée de la richesse et en tout cas en crypto assets de la richesse de la Chine, qui, le premier levier pour gagner de l'argent sur blockchain, c'est bien évidemment de donner accès à cette computing power. Donc ça fait un cadre, un contexte qui fait notamment que parmi le top 10 des unicornes fintech dans le monde, une bonne partie est chinoise. Bien entendu,
on pense à Ant Financial, qui est la petite sœur de Alibaba, donc initialement venant du commerce et maintenant provide une place de marché complète de tout un écosystème de produits financiers au sein de l'application Alipay, l'application de paiement que j'utilise 10 fois par jour pour payer mon café le matin, mais aussi mes transports et l'ensemble de mes transactions de la journée. Et donc Alipay, aujourd'hui, Ant Financial, a une valeur d'à peu près 160 milliards d'US dollars. Donc c'est l'unicorne fintech par excellence, mais il y en a d'autres. Il y a Lufax qui vient du groupe Ping An, qui est le premier groupe d'assurance dans le monde, qui existe principalement en Chine. Donc Lufax, c'est du crédit et du microcrédit et du peer-to-peer. Et puis Zhong'an, qui sont des acteurs, la première insurtech mondiale qui en 3-4 ans a vendu 8 milliards de polices à 500 millions de clients en partant from scratch avec une plateforme technologique connectée à un écosystème de e-commerce. Voilà, et qui s'est introduit en bourse l'année dernière avec une valorisation autour de 11 milliards d'US dollars. Donc c'est un pays extrêmement innovant, basé sur la technologie et les dernières technologies, intelligence artificielle, cloud, tout est cloud, sur une expérience client très liée au social, donc c'est social commerce. On reparlera probablement de WeChat un peu plus tard. Et sur le paiement, et voilà. Et tout ça, c'est en fait ce qui va générer la naissance de nouvelles offres, la naissance de nouveaux produits et la maturité du métier de l'assurance et la maturité des produits d'assurance auprès de la population. Alors, 3 expériences, 3 retours d'expérience, ma foi, somme toute différentes. Et pourtant, j'y vois quelques traits communs. Commençons tout d'abord par parler de formation. On va peut-être recommencer par vous, Julien. En l'occurrence, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les États-Unis ont su créer tout un écosystème et les sachants pour pouvoir monétiser leur offre? En l'occurrence, on parle là d'université, on parle comment on a appris tout ça du côté des États-Unis. Écoutez, moi je peux vous parler de mon ressenti. Moi ce que je pense, c'est que les États-Unis, c'est quand même le pays du business. Ils sont capables de donner des centaines de millions de dollars à 2 gamins qui ont à peine fini l'université. Donc à partir du moment où ils ont des convictions et qu'ils voient un retour sur investissement, ils ne vont pas forcément avoir une vision institutionnelle. Ils vont être capables de s'organiser, de lever des fonds, de faire confiance à des acteurs tels qu'ils soient pour pouvoir faire bouger le marché. Et c'est vraiment dans l'ADN des États-Unis. On le voit dans une ville à New York, on le voit à San Francisco. C'est un marché qui est en évolution permanente, qui est vraiment en recherche et c'est quelque chose qui est naturel pour eux. Donc ma vision sur le marché américain, c'est plutôt quelque chose qui est intrinsèque, qui est dans leur ADN, plutôt quelque chose qui est institutionnel et qui est formalisé. Donc en fait, c'est le dollar qui conduit le besoin de formation. On pourrait résumer ça comme cela. Le dollar est certainement pour beaucoup, oui. un des agents. Et Olivier, du coup, en Afrique, est-ce qu'il se passe des choses? Parce qu'il faut quand même une certaine maturité technologique pour pouvoir... Il se passe toujours des choses en Afrique. Il se passe toujours des choses. Toujours. Alors, il se passe toujours des choses. Après, la difficulté de l'Afrique, d'abord, je parlais tout à l'heure un petit peu aussi d'hétérogénéité, mais quand on parle du marché africain, il faut quand même voir, je le précisais tout à l'heure, que vous avez un mastodonte qui s'appelle l'Afrique du Sud qui représente 71%, 72% du marché du continent et qui fait 85% de l'assurance de personnes. Donc quand vous enlevez cet aspect loupe, vous avez un autre mastodonte qui est plus petit qui s'appelle le Maroc et qui représente encore une grosse part. Et en fait, quand vous prenez votre top 10, vous avez 90% du marché. Donc déjà en termes d'assurance, vous avez des pays qui sont très en pointe, qui vont à la fois être leaders sur leur propre marché et ils vont être aussi leaders, je dirais, par zone de chalandise et par cercle excentrique progressif, doucement vont avoir un petit peu une influence sur les pays aux alentours. Du coup, aujourd'hui, c'est vrai que cette technologie, elle est quand même très très fortement portée par les opérateurs téléphoniques. Et c'est eux qui aujourd'hui amènent cette innovation technologique. Il y a un problème, je dirais, assez important globalement en Afrique sur les problèmes de formation. C'est-à-dire que justement, il y a un moment, est-ce que tous les enfants ont la faculté d'arriver à un niveau de formation qui leur permet de pouvoir devenir potentiellement des ingénieurs, des codeurs et là, il y a typiquement des difficultés. Mais aujourd'hui,
le dollar apparemment est un moteur, mais je pense que les GAFA ont une politique assez large et assez ouverte pour aller chercher les talents. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train, je dirais qu'il y a une volonté d'aller chercher les talents là où ils sont, mais il y a peut-être aussi la volonté d'aller s'installer là où il y a les talents. Et donc du coup, l'Afrique suit à peu près le même schéma. Il y a Google qui, alors après, fait d'annonces où est-ce qu'il y aura des vrais impacts en termes de développement sur ces pays, c'est difficile, mais Google qui s'installe au Ghana, je crois. Vous avez Facebook qui fait aussi s'implante à Lagos. Vous avez l'école 42 qui essaie de faire des émules au Maroc. Donc vous avez tous ces aspects. Est-ce que ça aura un impact au niveau du continent? C'est assez difficile à savoir. Vous avez aussi un effet qui est encore très difficile à cerner, c'est l'apport des MOOC. Autant c'est relativement clair sur l'Asie, où je pense qu'il y a énormément de jeunes qui sont formés hors cadre scolaire traditionnel à travers les MOOC. Et même si vous n'avez que 1% qui va au bout, et que dans ce pourcent, vous n'en avez que 1% qui est génial, et dans ce 1%, vous avez 1% qui est exceptionnel, sur la masse, vous avez quand même probablement des gens qui sont extrêmement brillants. Et le problème de l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas traiter ça par l'USSD, c'est-à-dire que là, il faut quand même de l'Internet et il faut pouvoir accéder, que tout le monde ait un accès à Internet assez facile. Mais je dirais typiquement, si on arrive à couvrir par Internet, alors que ce soit par des projets Google façon Loon ou des choses comme ça, enfin, qui sont ou qu'on le fasse à travers simplement une couverture mobile et des smartphones, je pense que ça va être des moyens, un accès au savoir à énormément de jeunes qui prendront probablement un schéma de formation non traditionnel, c'est-à-dire peut-être pas un grand cursus universitaire, etc., mais qui se formeront sur le tas. Et c'est bien connu que pour le code, c'est aussi un moyen, le code étant pas tout évidemment, mais pour les technos, c'est aussi un moyen de réussir et d'avoir des talents. Merci. Et à vous. Donc en Asie, alors en Chine particulièrement, mais en Asie, comment se structure cette formation pour pouvoir acquérir toutes ces compétences et justement apporter une différence au marché? D'abord, je crois que les universités chinoises ont fait énormément de progrès récemment, et notamment dans leur programme d'échange avec les universités étrangères. Vous parliez tout à l'heure du modèle très concentré de la Silicon Valley, avec l'argent, les talents, les universités et les projets, pour faire émerger tout ça, qui est un modèle finalement très centralisé. Donc la Chine étant assez vaste, évidemment, comme territoire, c'est un peu moins centralisé, en tout cas en termes de... C'est un peu plus décentralisé en termes d'université. La Chine produit, je crois, l'équivalent de la population française totale d'ingénieurs, mais la Chine la produit par an. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Dans ces universités américaines, il y a des quotas de Chinois. Il y a, en France, on accueille aussi beaucoup dans nos bonnes écoles, je pense à Paris Tech spontanément, mais pas mal aussi d'étudiants en double cursus. J'ai animé quelques groupes d'ailleurs d'échanges très intéressants. Oui, tout à fait. Et c'est le moment maintenant où l'Amérique commence à se fermer un petit peu. Pour ces Chinois de revenir en fait chez eux dans d'extrêmement bonnes conditions. C'est ce qu'on appelle les returnings. Ce sont des talents en fait élevés à l'étranger et étant invités à rentrer chez soi et à lancer des grandes startups, des grandes entreprises ou prendre la direction de Didi, par exemple, qui est une société de transport, smart transport, je ne sais plus comment on appelle ça ici, mais en gros, qui est l'équivalent d'Uber, pour faire un schéma court, qui a plus de courses de Uber, qui a plus de volume et qui commence à aussi partir à l'étranger. Donc voilà, par le jeu de ces alliances en fait internationales, on a de plus en plus d'étudiants chinois extrêmement bien formés, des ingénieurs, et voilà, un écosystème qui les accueille chez eux. Alors, de la formation, on va passer maintenant aux capacités technologiques et votre technique. Si vous permettez, on va commencer cette fois-ci par l'Afrique. Donc, vous nous avez parlé des 2D en termes de USSD. Vous pouvez nous en dire plus, en l'occurrence, sur quoi on se base aujourd'hui pour pouvoir avancer la disruption ou l'innovation technologique et digitale dans notre secteur? L'USSD, ce n'est pas une
technologie qui est extrêmement compliquée. Alors déjà, pour commencer, je ne suis pas du tout un ingénieur télécom, donc je ne vais pas vous faire un cours ici, je serais très mal placé pour le faire. Mais clairement, c'est simplement une technologie qui permet de profiter, on va dire, d'une ligne traditionnelle voix pour faire passer de la donnée de façon instantanée. Donc l'idée, c'est de faire du transfert beaucoup moins sécurisé que d'autres protocoles, mais ça permet comme ça d'envoyer des petites quantités de données et donc d'utiliser des réseaux qui sont tels qu'ils sont aujourd'hui sans avoir besoin de 3G, 4G, etc. Donc aujourd'hui, c'est le cœur de tout ce qui est... La plupart des opérations de mobile banking, même de mobile insurance, fonctionnent là-dessus. C'est-à-dire les authentifications se font comme ça et les échanges se font comme ça. Après, vous avez pas mal de projections. Est-ce que ça sera vrai ou pas? Qui dit que, grosso modo, on aura 500 ou 600 millions de smartphones en Afrique d'ici quelques années. C'est-à-dire que la moitié de la population sera équipée en smartphone. Probablement, une des évolutions attendues, c'est que l'Internet arrivera probablement plus facilement par la 3G et ou la 4G que par des systèmes plus traditionnels de câbles. Donc, du coup, je pense que là encore, ce qui compte, c'est l'efficacité. C'est-à-dire, ce n'est pas l'intérêt de la technologie pour la technologie. C'est de voir qu'il y a des distances énormes. C'est que les infrastructures sont compliquées à mettre en place pour beaucoup de pays dans lesquels vous avez un village et puis vous n'avez rien pendant des kilomètres ou des dizaines de kilomètres, et qu'il est plus facile aujourd'hui de planter une antenne à droite à gauche que de tirer des câbles sur des dizaines ou des centaines de kilomètres. Et donc du coup, en termes d'efficacité, ça sera probablement le moyen d'avoir je dirais des technologies un peu cheap, un peu éprouvées, mais qui font bien l'affaire. Et je pense que c'est vraiment un des gros challenges de l'Afrique. C'est vraiment la couverture Internet. Aujourd'hui, on peut faire sans. C'est-à-dire qu'il y a une couverture Internet en Afrique, évidemment. La plupart des villes sont bien connectées, etc. Mais quand on commence à arriver en milieu rural, ça devient beaucoup plus limité. Là encore, il y a des divergences. Vous allez à peu près n'importe où au Kenya et vous pouvez envoyer sur Facebook des photos de ce que vous faites. Donc, il y a des endroits qui sont très bien couverts, d'autres qui le sont un petit peu moins. Mais voilà, si tout le continent était vraiment couvert, je pense que ça pourrait développer de nouvelles solutions. Oui, des nouvelles appétences. De côté Est et Ouest, on joue à peu près à armes égales en termes de technologie. Moi, pour rebondir sur ce que vous avez dit, Sébastien, vous parliez de la 3G, de la 4G en Afrique. Il y a un débat aux États-Unis en ce moment sur la 5G. Ils en parlaient sur CNN. C'est un débat grand public, malgré le fait que ce soit technique, sur l'importance pour les Américains d'équiper leurs infrastructures avec un réseau 5G le plus vite possible pour garder un avantage technologique. Donc ça rebondit sur ce que vous avez dit. Je pense que les Américains ont les moyens de leurs ambitions et les ambitions de leurs moyens, et qu'ils savent que c'est important pour eux de prendre les devants et d'avoir un réseau en 5G le plus rapidement possible, parce qu'ils savent que ça va pouvoir leur permettre de porter des innovations qui sont incrémentales pour pouvoir garder leur leadership, en fait. Oui, moi ce qui m'étonne le plus, c'est dans ce que j'ai vu, c'est la rapidité du taux d'adoption de ces technologies par la population. Et donc, ce que j'ai vu en Asie, c'est principalement cette population chinoise qui adopte vraiment tous les nouveaux services, toute la technologie, parce que ça leur permet de communiquer entre eux, de faire du commerce, d'obtenir de l'argent, des encaissements, etc. La technologie qui je trouve, est la plus disruptive pour nous et en même temps très proche de notre métier d'assureur, c'est bien évidemment blockchain. Et là encore, avec l'avance qu'on connaît de la Chine et des plateformes chinoises, donc les deux grandes plateformes d'exchange de crypto-assets, aujourd'hui Binance et Huobi, sont deux géants chinois, en tout cas fabriqués en Chine. Vous savez que la Chine a banni récemment les ICO, c'est-à-dire le fait d'investir et notamment de changer du RMB en crypto-monnaie. Mais en fait, l'ensemble des plans et des plans sur l'infrastructure restent bien évidemment très avancés sur blockchain. Donc aujourd'hui, c'est un plan technologique qui est décidé au niveau du gouvernement et un certain nombre de projets
qui sont des projets d'État, des investissements, sont liés à la blockchainisation de places de marché, de transport de logistique entre Hong Kong et Singapour, par exemple, qui se fait sur blockchain. Et donc, tous ces métiers qui sont en train de se blockchainiser, c'est autant d'opportunités pour le métier d'assureur de s'y attacher. Vous savez que chez AXA, on a développé un des premiers produits solutions sur le flight, voilà, sur l'assurance retard d'avion en physi sur la blockchain, sur un smart contract d'Ethereum, et notamment ce type de produit est très inspiré des modèles que l'on a pu trouver en Chine. Donc voilà, il y a tout un écosystème de traçabilité, de preuves et de sécurisation des transactions qui peut être apporté par la blockchain et les smart contracts. Et quand on regarde dans le détail ce que c'est qu'un smart contract et qu'on regarde ce que c'est qu'une assurance, une police d'assurance, c'est assez proche finalement. Donc voilà, définitivement, je pense que c'est sur blockchain qu'il faut se focuser. Oui, ça semble être en tout cas l'avenir qui nous vient de l'Est. Donc on voit qu'on a trois approches en fait qui sont différenciées. Une approche qui est verte, qu'on pourrait dire verte, mais pas dans le bon sens du terme, en l'occurrence plutôt de la couleur du dollar. Une approche qui est très concentrée au niveau du gouvernement, où on sent qu'il y a une politique qui accompagne l'ensemble de ces innovations, et une approche tournée vers la débrouillardise où on va apprendre sur le tas et développer des solutions innovantes. Quelle serait l'appétence, pour rebondir en fait sur ce que vous disiez, et je vais vous redonner la parole si vous permettez, quelle serait l'appétence en fait des législateurs par rapport à toutes ces innovations? J'ai compris que chez vous, elle les accompagnait. En France, on est encore en train de se demander quel est le protocole que doivent adopter les IoT, par exemple, comment ils doivent communiquer, comment les protéger, etc. Est-ce que vous vivez le même type de réaction du législateur? Écoutez, en tout cas, sur le sujet de la blockchain, je crois qu'il y a un tour du monde de la régulation, en tout cas des réactions de la régulation vis-à-vis de ces technologies qui est en train d'être fait. Donc il y a clairement des pays qui cherchent à attirer en fait ces projets par soit le financement, soit une régulation autour de la technologie plutôt clémente. Donc effectivement, comme vous l'avez compris, c'est même encore plus fort que ça venant de Chine. Singapour, par exemple, est une place qui favorise l'écosystème blockchain également. Hong Kong qui essaye de faire une sorte de compétition avec Singapour. Donc à Hong Kong, il y a aussi de très beaux projets autour de la blockchain. Et puis, si je me déplace en Europe, depuis que je suis ici, enfin ça n'a rien à voir avec ma venue, mais j'ai compris il y a quelques jours qu'avait été annoncé dans la loi Pacte quelque chose de plutôt positif, le visa en fait qui permettait d'encadrer correctement les ICO, et donc j'espère que c'est un signe positif pour les projets blockchain en France et en Europe. Je pense que cette question, elle est très très importante, notamment autour de la blockchain, parce que je pense qu'elle a vocation à décentraliser les différents modèles et les différentes places de marché. Si je regarde précédemment ce qu'était la fintech, c'était Silicon Valley, New York, Londres, et Paris, Hong Kong. Voilà, et que tout ça est en train de se dessiner un peu différemment avec les nouvelles générations de technologies qui arrivent. Il y a de nouvelles places de marché, Moscou, Kiev et Malte et d'autres places. Donc je pense que c'est très important. Ce que j'ai vu en Asie, c'est qu'ils étaient très intéressés par notre réglementation RGPD, c'est ça, comme ça, ou GDPR, voilà. Et donc, c'est évidemment très intéressant dans le sens où elle est correctement exécutée. Et là, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur la qualité d'exécution. Moi, depuis que je suis rentré, que j'utilise l'Internet en Europe, j'ai tout plein de pop-up.
j'ai pas encore bien compris à quel point ça me protégeait d'une utilisation de mes données. En revanche, je pense que quand on lit les textes, c'est une véritable avancée pour la sauvegarde de la privacy et de nos données. Voilà. Et là, je pense que il y a beaucoup de progrès à faire technologiques pour arriver à ce niveau de régulation en fait, et que ça soit simple et sans couture dans nos expériences utilisateurs. Julien, je présume que c'est à peu près la même chose du côté des Amériques ou plutôt des USA? Bah, écoutez, moi je ne suis pas vraiment un expert de la position du gouvernement américain pour ce qui est de la blockchain. Franck doit certainement mieux connaître que moi. Après, la seule chose que je peux dire, c'est que la tendance est plutôt la déréglementation Oui. en ce moment, avec Tendance de fond. Trump et ses amis. Et ils auront certainement des décisions importantes à prendre dans les mois, les années à venir pour ce qui est de la blockchain. Et je pense qu'ils le feront en fonction des opportunités économiques qu'ils verront. Pardon, blockchain ou intelligence artificielle qui aussi ajoute un niveau important en termes de ce qu'on peut faire en régulation, jusqu'où on peut aller pour suivre la technologie qui fait des avancées drastiques et qui nous oblige à repenser nos modèles de société en fait. C'est effectivement un autre sujet qu'on pourrait aborder ici. Mais avant cela, est-ce qu'on peut parler d'innovation nationale ou globale ? En fait, c'est assez compliqué parce que je pense que l'innovation globale, l'innovation est souvent locale, c'est-à-dire qu'elle répond à des besoins locaux à un moment ou à un autre. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans une démarche d'innovation, c'est de s'enrichir de ce qui se fait ailleurs, mais je pense de façon assez œcuménique et sans dogme. C'est-à-dire que on voit par exemple, je prends un exemple typiquement de Vitality, le programme d'engagement qui est maintenant développé un peu partout dans le monde. Aux US, c'est je crois John Hancock qui gère ça. En Europe, je crois que c'est Generali. À la base, c'est une compagnie sud-africaine qui a lancé ça il y a déjà de nombreuses années et qui a essaimé après en disant on va peut-être pas porter ce modèle-là partout et on va faire des partenariats avec des entreprises dans le monde pour quelque part porter ces produits. La manière, je ne suis pas un spécialiste de ce programme, la manière avec laquelle c'est porté en Europe, avec la réglementation afférente et la culture aussi sur le partage des données de santé et comportementale versus la version qui était utilisée en Afrique du Sud, je pense que ce ne sont pas du tout les mêmes modèles et certainement tel que c'est implémenté aussi aux US avec John Hancock. Je pense qu'on est sur des choses très très différentes. Donc pour moi, je pense qu'on a à s'enrichir parce que quelque part, on a souvent, en reconvertissant des idées, et c'est souvent une bonne manière d'innover. Par contre, je pense qu'il ne faut pas considérer que ce qui marche bien dans un pays marchera parce que vous avez, on va dire, au moins un diptyque, voire un triptyque. Vous avez le problème de la réglementation, vous avez le besoin des besoins clients, et puis vous avez la capacité aussi à pouvoir lancer technologiquement et culturellement certaines innovations. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Julien, est-ce qu'on peut parler d'innovation globale ou nationale ? Et est-ce que les modèles sont transposables ? Je pense que le débat d'aujourd'hui montre que oui, les pays s'inspirent les uns des autres. Je suis persuadé, à titre personnel, que l'innovation viendra bientôt d'Afrique. On est dans un monde globalisé. Et aujourd'hui, 2 gamins en Chine ont montré qu'ils pouvaient copier des idées, s'inspirer de ce qu'ils faisaient dans la Silicon Valley et rebondir par rapport à leur propre modèle et environnement culturel et économique pour pouvoir innover. Donc c'est tout l'intérêt du monde dans lequel on est, je pense. Donc on est dans un monde doublement national et international, et c'est aussi pour ça qu'on est content d'être là. Oui, alors je pense que it's time to copy China, moi. Donc c'est l'inverse. Je pense qu'il est temps pour nous, en tout cas en Europe, de trouver notre modèle entre le modèle US et le modèle chinois. Donc il est temps de globaliser. J'ai un avis assez partagé, je ne sais pas. En tout cas, il faut trouver une place européenne, clairement, et fabriquer nos propres géants technologiques pour des raisons éthiques et de régulation et de progrès en fait social. Sinon, on va subir l'Internet chinois comme on a subi l'Internet américain. En tout cas, pas subi, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on utilise, quand je regarde votre liste d'apps ici, c'est principalement des apps américaines. WeChat, personne ne l'utilise, alors que c'est une app qui est bien plus avancée que Facebook, WhatsApp et tout le reste, parce qu'elle fait du paiement notamment.
Donc je pense qu'il y a une place européenne. Et après, de ce que j'ai vu, j'ai encore vu dans le milieu de l'insurtech, dans le milieu de l'assurance, j'ai encore vu beaucoup d'initiatives qui sont encore au stade euh, très local. J'ai pas vu un champion insurtech mondial, même si parmi les champions, leur souhait est de s'étendre. Je vous parlais de Jongan tout à l'heure, ils sont en train d'essayer de fabriquer une plateforme qu'ils veulent lancer dans le monde entier. Voilà, je pense qu'il y a un souhait d'aller global. Je pense que les seuls à faire un peu de global aujourd'hui, c'est les projets blockchain, dont une équipe de développeurs est à moitié à Singapour, à moitié en Islande ou au Canada, voilà, et que ces gens-là travaillent ensemble sur un framework qui, lui, pour l'instant, complètement global et avec des projets, des idées globales. Voilà. Mais là aussi, ils vont se confronter à la régulation. Alors, il nous reste 3 minutes et durant ces 3 minutes, ce que je vous propose, c'est que vous nous fassiez part chacun du plus bel exemple d'innovation digitale que vous avez pu ramener dans vos valises. Et vous me laisserez un peu de temps parce qu'il y en a une française que j'aimerais bien aussi vous présenter. Mais on commence par qui? Julien? Alors écoutez, moi je sais pas si je peux vous parler du plus bel exemple d'innovation digitale que j'ai ramené dans mes valises, mais je peux vous parler de ce que nous on fait chez Assure.com. Voilà qui est une riche idée. C'est simplement l'idée d'un produit très simple qui est un moteur de recherche mondial de produits financiers, avec en fait un scanner qui référence tous les produits financiers mondiaux et qui les classifie et qui les catégorise et qui permet à un utilisateur lambda de se connecter sur une app ou un site web et sans avoir à rien rentré, simplement en cliquant, être orienté sur le produit qui correspond exactement à son besoin. C'est une expérience utilisateur qui est non intrusive. Alors aujourd'hui, on l'a lancé en France à titre de test et on voudrait le lancer globalement si le test est confirmé. Mais en discutant aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de produits, que le marché se complexifie, mais que les offres sont de plus en plus précises. Et donc, il y a un véritable enjeu pour les utilisateurs pour pouvoir avoir un accès immédiat à une offre de service en quelques clics et en toute simplicité. De simplification. Et effectivement, votre offre, puisque j'ai poussé la curiosité, bien entendu, jusqu'à aller voir, est quand même assez attrayante. Franck? Moi, très basiquement, Alipay et WeChat, notamment pour tout l'écosystème des produits financiers qu'on peut déjà trouver sur ces plateformes. Et qui sont massifs en fait. Donc c'est vraiment devenu des supermarchés de nouveaux types de produits ultra sophistiqués à la fois dans leur design mais aussi dans l'expérience client. Et puis peut-être une sophistication extrême sur blockchain où j'ai vu une GRI, une plateforme de risque blockchainisée pour réassureurs en fait, où on peut trader du risque par bloc sur la blockchain. Voilà. GRI, Global Risk Exchange. Moi, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de cas et alors après en citer un et pas citer les autres, donc c'est un peu compliqué. Votre coup de cœur. Je dirais mon coup de cœur, je dirais j'en ai un, c'est Bima qui aujourd'hui montre que l'assurance de personnes, l'assurance santé, peut se faire sous forme de micro-assurance et peut se faire aussi avec un mobile et avec derrière un modèle d'acculturation, parce que le problème c'est que les gens n'ont pas l'habitude de l'assurance, c'est leur montrer que l'assurance ça sert, que ça marche et que c'est vraiment utile, et donc je pense que c'est vraiment une belle expérience. Et le deuxième, c'est qu'on peut aller n'importe où en Afrique et que voir que les gens payent avec leur mobile, excusez-moi, je voyage pas mal en Afrique, mais c'est toujours quelque chose que je trouve impressionnant d'être n'importe où et de se dire je te donne de l'argent, je te l'envoie avec mon mobile, et ça c'est quand même quelque chose que je trouve assez patent. Et effectivement, ces innovations ne nous ont pas encore jointes. Moi, je voulais juste en fait mettre un tout petit peu de lumière sur une start-up que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui est une solution française qui, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui digitalise en fait un serveur vocal interactif. Je pense à Dial One, qui apporte aussi beaucoup de confort en fait dans tout l'expérience client. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les innovations, elles sont locales. On ne peut même pas parler de national, mais elles sont locales. Et elles ont tendance, avec la globalisation du marché, à devenir aussi mondiales. Vous nous citiez des exemples. Au moins, là, on a deux exemples. Et je vous espère, en tout cas, le même succès que
que les autres, AssureTech dont on a parlé. Mais on voit qu'on est juste au début d'une véritable révolution qu'on essaiera de suivre tous ensemble.